Il n'y a plus de génie qu'aux États-Unis. C'est le credo provocateur de Ben Scott, ancien conseiller d'Hillary Clinton en matière d'innovation technologique. Mais les innovations sont-elles les inventions? Innover, c'est investir le quotidien pour mieux le changer, et c'est surtout un processus. L'invention, c'est l'Eureka d'Archimède quand il comprend les lois qui régissent les objets. Alors peut-être que les Américains, plus pragmatiques, sont les plus forts en sciences appliquées, mais pour combien de temps? Car l'Asie attend son tour. Les Européens restent plus fidèles à la recherche fondamentale, mais là de se faire voler leurs inventions, ils ont décidé de s'unir pour faciliter le long chemin qui mène à l'application et au produit. Cela suffira-t-il? Oui, pour Denis Cavallucci, directeur du laboratoire de fabrication de l'Institut national des arts appliqués de Strasbourg. Pour lui, l'Europe a ses chances et elle en prend conscience. Non, pour Ben Scott, conseiller à l'Institut Open Technology de la New America Foundation de Washington. Pour lui, c'est aux États-Unis que tous les cerveaux du monde ont rendez-vous pour créer dans les meilleures conditions. Le premier aspect de l'esprit d'entreprise américain, c'est l'ambition et l'audace qui alimentent la conviction que l'on peut se lever le matin et se dire que l'on va devenir un milliardaire et créer une entreprise sans équivalent dans le monde. Quand on a 10 000 personnes qui se lèvent tous les matins avec ce sentiment et qu'ils vivent tous dans un périmètre de 20 km, cela impacte fortement le climat économique et stimule la culture de l'innovation. Je pense qu'il y a ce côté hardiesse qu'on peut reconnaître chez les Américains et qui font qu'aux États-Unis, on va assez spontanément se diriger vers on y croit, on fonce. On investit. En France, on va être un peu plus posé, un peu plus réfléchi. Il y a cette fameuse volonté d'être structuré et plus robuste dans la démarche, plus réfléchi. Donc on perd un peu cette spontanéité. En revanche, on arrive assez rapidement à générer des idées de valeur. The other side of the coin is a huge tolerance for failure. L'autre aspect de la culture américaine, c'est une énorme tolérance face à l'échec. Quand on discute avec les créateurs d'entreprises dans les centres d'innovation en Amérique, en Californie du Nord, à New York, à Boston, ou dans le corridor technologique de la Virginie du Nord, on découvre des gens qui ont échoué dans leurs entreprises à plusieurs reprises avant de réussir brillamment. L'échec n'est pas perçu comme un signe d'incompétence. C'est une distinction, la preuve que vous êtes ambitieux, audacieux, que vous possédez les qualités qui vous feront réussir. Le moteur perpétuel Shadok, eh bien le moteur perpétuel Shadok ne marchait pas. Nous nous sentons tout à fait à l'aise quand nous voyons le Shadok parce que nous sommes des mathématiciens. Ce qui nous intéresse, la plupart du temps, c'est la recherche imaginative d'un certain nombre de solutions, d'un certain nombre de concepts que nous imaginons. Il est certain que cette culture de l'échec n'existe pas en Europe. Si vous créez une entreprise et que vous faites faillite, vous allez passer 3 ans à courir entre les administrations et les banques pour régler vos problèmes financiers, restaurer votre crédit et retrouver une légitimité de créateur d'entreprise. C'est un processus difficile et un frein puissant à l'innovation. Dans l'histoire des inventions essentielles, pas trop de traces de l'Europe avant Jésus-Christ. C'est en Nubie que l'on invente la meule, au Japon que l'on invente la céramique, en Orient que l'on invente le plâtre et la roue. La Chine tourne ensuite une nouvelle page dans l'histoire des innovations avec l'imprimerie, l'étrier, la poudre, la boussole, le boulier. Puis l'Europe brille à son tour. Il y a bien sûr Léonard de Vinci au XVIe siècle et ses machines futuristes. Et jusqu'à la Première Guerre mondiale, les innovations se multiplient dans tous les domaines. Automobile, moyens de communication, énergie. Dans les années 90, la lutte est féroce entre l'Europe et les États-Unis. Le DVD ou l'imprimante 3D sont des inventions européennes, mais développées aux USA. Aujourd'hui, c'est à nouveau l'Asie qui se profile en championne de l'innovation. Entre le dragon chinois et l'aigle américain, les inventeurs européens peuvent-ils encore se tailler la part du lion ?
Je vais vous raconter une anecdote qui illustre certaines différences culturelles. La première fois que je suis venu en Allemagne, j'ai fait une conférence sur mes activités auprès de Hillary Clinton, au département d'État, pour développer un système de diplomatie numérique et une stratégie numérique au service de la politique étrangère des États-Unis. Après la conférence, un diplomate allemand à la retraite qui avait occupé un poste très important est venu me serrer la main et m'a dit « Voilà ce que j'aime chez vous, les Américains. Quand vous avez une grande idée, vous foncez. Vous ne vous demandez pas si ça va marcher ou pas. Vous ne vous inquiétez pas de savoir si vous êtes prêt, si vous avez des moyens suffisants ou une organisation adéquate. Vous y allez et vous réglez les problèmes plus tard. En Allemagne, on a une grande idée, on met en place un plan à 5 ans et à la fin des 5 années, ça n'a plus d'intérêt. We're not going to lie to you, the prototype is a little shaky. Look, I'm not going to say that this is in perfect shape, but this can be improved upon. It is a great idea, and I don't know how to tell you this, but honesty is the best policy here. I met with Stephen Leslie 2 days ago. He pitched something practically identical to that. He's coming out with it. It's called Watch Pal. Il y a encore cette hésitation en Europe dans croire en des choses qui paraissent a priori incroyables et investir dans des choses qui pourraient éventuellement ne pas marcher. Les Américains, eux, ont cette culture d'investir, y compris dans des choses qui sont un peu risquées à leurs yeux. Aux États-Unis, il ne faut pas perdre de vue non plus que les choses sont très éphémères. Elles peuvent aussi spontanément qu'elles ne naissent, elles peuvent aussi disparaître. Ça donne aussi toute la dimension risquée d'être un inventeur aux États-Unis. En France, on va plutôt, de façon lente, réfléchie, accompagner l'inventeur tout au long de son processus avec moins de moyens, mais ça garantira une forme de robustesse à son action. Le record des demandes internationales de brevets a été battu en 2013, 205 300. Les Américains restent les champions incontestés, avec plus de 57 000 demandes. Derrière eux, le Japon, avec près de 44 000 demandes, puis la Chine, 21 500 demandes, reléguant l'Allemagne pour la première fois au 4e rang mondial. La France arrive en 6e position, avec 8 000 demandes, juste après la Corée du Sud. Le grand gagnant en 2013 est la Chine, avec une progression de 15% de ses dépôts en un an. Déjà premier manufacturier au monde, le pays rejoint ainsi le palmarès des grands innovateurs. L'Europe, tout pays confondu, enregistre seulement 56 700 demandes. L'Union européenne vient de réagir en décidant de déployer des moyens inédits pour rester dans la course. Avec le plan Horizon 2020, presque 80 milliards d'euros sont accordés à la recherche et à l'innovation jusqu'en 2020, contre 53 milliards alloués par le précédent programme cadre. Oui, alors il y a effectivement cette volonté de s'unir entre Européens et de trouver les moyens de favoriser un peu le succès des inventeurs et de ce qu'ils vont produire. Le brevet européen est un bel exemple, parce qu'aujourd'hui, un inventeur européen, avec une somme toute assez modeste, va pouvoir très rapidement déposer dans toute l'Europe son invention. Alors c'est un bel exemple de dynamisme européen, certes, pour favoriser l'innovation. Cette culture au sens large est difficile à définir, mais elle est présente dans la culture de la Silicon Valley, du capital risque, dans l'esprit d'entreprise aux États-Unis. C'est très différent de ce qu'on observe dans la vieille Europe. La Chine est un cas à part. La Chine est le seul pays au monde qui tente de concilier le contrôle centralisé et le développement de l'innovation. Jusqu'ici, la Chine s'est surtout distinguée en copiant des produits et des services créés par des entreprises étrangères qu'elle produit à moindre coût.
De la plus anecdotique, comme une célèbre pâte à tartiner, à la plus fondamentale, comme les rayons X ou vice-versa, bien des inventions et grandes découvertes sont le fruit du hasard. On trouve alors ce qu'on ne cherche pas, ou bien on trouve autre chose que ce que l'on cherche. L'Amérique, par exemple, découverte par Christophe Colomb à la recherche des Indes orientales, ou Pompéi, mise à jour 15 siècles après son ensevelissement à l'occasion des travaux de déviation d'un fleuve. En médecine, c'est à un excès de pudeur que l'on doit l'invention du stéthoscope. Jusqu'au début du 19e siècle, on auscultait un patient en collant directement l'oreille contre sa poitrine. Mais un jour de 1816, le docteur Laennec se sent un peu gêné face à une jeune fille qui le consulte. Il repense à ses enfants qu'il vient de voir jouer. À l'extrémité d'un tronc d'arbre creux, l'un d'eux écoutait le bruit amplifié que faisait l'autre en grattant l'écorce. Laennec roule une feuille de papier en cylindre et l'applique sur le thorax de sa patiente. Le principe du stéthoscope est né. Quant aux antibiotiques, on doit leur découverte à la distraction d'un chercheur britannique spécialiste des bactéries, Alexander Fleming. Parti en vacances en oubliant une de ses préparations au bord de la fenêtre de son laboratoire, il constata à son retour qu'un champignon s'y était développé, stoppant la prolifération des bactéries. Ce champignon, c'était le pénicillium, utilisé pour fabriquer la pénicilline. Dans un tout autre domaine, c'est en voyant des fleurs de bardane accrochées à son pantalon de velours après une promenade à la campagne que le Suisse Georges de Mestral eut l'idée de développer une bande auto-agrippante nommée Velcro, contraction des mots velours et crochet. À l'inverse de ces inventions fortuites, les participants au concours Lépine s'évertuent depuis 1901 à imaginer des procédés qui sont loin d'être tous passés à la postérité, comme le caisson de lavage pour caddie de supermarché. On croit souvent que l'impression 3D vient des États-Unis, mais si on remonte dans l'histoire, on s'aperçoit qu'un certain Alain Leméoté a déposé un brevet alors qu'il travaillait chez Alcatel sur la stéréolithographie. Et il était donc un peu le père, l'inventeur. Simplement, la petite anecdote dit que Alcatel n'a pas cru suffisamment en cette invention pour continuer à maintenir le brevet et pousser son développement. Les Américains s'en sont emparés, ont fondé la société Stratasys qu'on connaît aujourd'hui, avec le succès de l'impression 3D connue aujourd'hui. En France, on a plutôt tendance à spontanément faire preuve d'inventivité ou d'invention ou de créativité et ne s'intéresser qu'après à l'éventuel succès de marché. Les Américains font un peu le chemin inverse. Ils visent le succès de marché et mettent tous les moyens, y compris financiers, structurels, organisationnels, pour y parvenir. He is completely focused. Girls. Girls. Things we want to be, all right? I am tuberculosis. Yes, bye-bye tuberculosis. Yeah, headbutt, headbutt, headbutt. There we go. To me, the ecosystem is the reason why. Pour moi, l'écosystème est la raison pour laquelle aucun pays en Europe n'a été capable de reproduire avec succès une Silicon Valley, alors qu'ils ont tous essayé de le faire. Au cours d'un petit déjeuner il y a quelques années avec un investisseur très riche qui a réussi dans le capital risque à San Francisco, je lui ai posé la question « Pourquoi jamais personne n'a réussi à créer ailleurs d'autres Silicon Valley ?» Il m'a répondu « Je vais vous raconter quelque chose. Quand j'ai une bonne idée commerciale, ou quand un jeune inventeur vient me trouver avec un projet intéressant dans lequel je pourrais investir pour le développer, je commence par organiser un petit déjeuner. J'invite un de mes amis avocats qui saura évaluer les risques juridiques d'une telle entreprise. On s'assied tous autour de la table et on discute. On écoute l'entrepreneur, on parle de son idée et on rebondit dessus. Les convives présents à ce petit déjeuner formeront l'équipe qui va porter le projet. Et parfois, ils ne s'investissent pas dans le projet, mais téléphonent à des gens qui vont s'intéresser à l'idée. Et c'est ce réseau de relations qui permet de mettre en œuvre l'idée et de réussir. Voilà l'écosystème. Une combinaison informelle d'individus et d'institutions qui doivent tous être sollicités pour créer l'entreprise qui n'aurait pas vu le jour si un seul de ces éléments avait manqué. Une fois que le génie inventif fait des étincelles et que l'idée est là, il faut un brevet.
et dardard. Sinon, c'est le vilain oncle d'Amérique qui empoche le fric. Les États-Unis sont un pays immense, qui compte près de 300 millions d'habitants. Et il suffit d'un seul brevet pour toucher toute cette région du monde. Ici, en Europe, il y a une infinité de pays, mais il faut déposer un brevet dans chacun d'eux, en vertu d'un principe de territorialité selon lequel un brevet est uniquement valable dans le pays où il a été déposé et délivré. Un brevet mondial? On peut toujours rêver. Pour l'heure, on n'en est même pas au brevet communautaire européen. Il existe une institution centrale de délivrance de brevets de l'Office européen des brevets à Munich. Si on vous délivre votre brevet, vous devez décider dans quel pays vous voulez le faire valoir, en Allemagne, en France, en Italie ou en Suisse, avant de publier ce brevet dans chacun de ces pays. En principe, la durée d'un brevet est de 2 à maximum 20 ans. Plus il vit longtemps, plus il coûte cher. D'où la question de la rentabilité. Mais bonne nouvelle, tout sera bientôt moins cher grâce au brevet communautaire européen prévu avant la fin de cette année. Ce serait une nette amélioration, ne serait-ce que pour des questions de coût. On ne serait plus obligé de payer les traductions, les taxes annuelles et les frais d'avocat dans chaque pays. Et je pense que ça contribuerait déjà à rendre les brevets beaucoup plus compétitifs. Un brevet communautaire pourrait alors être déposé soit en français, soit en allemand ou en anglais. Tout le monde est d'accord, à l'exception des Italiens et des Espagnols qui font leur mauvaise tête. En revanche, les traducteurs sont ravis et preuve serait faite que l'Europe ne tourne pas en rond. Prenons une information parue récemment. L'acquisition d'une entreprise pour 19 milliards de dollars. Facebook s'est offert WhatsApp, une entreprise qui compte moins d'une centaine de collaborateurs et qui n'existait pas il y a 4 ans. Aujourd'hui, ses créateurs et ses employés sont immensément riches. Comment est né WhatsApp? L'idée est née dans le cerveau d'un immigré ukrainien qui a débarqué aux États-Unis et en a adopté l'esprit d'entreprise. Il a créé une entreprise à partir d'une grande idée. Et soudain, il a 500 millions d'utilisateurs et devient une cible de choix pour l'une des 500 plus grandes entreprises au monde selon le classement du magazine Fortune. Ce serait une histoire remarquable si elle n'était pas monnaie courante. On peut parcourir la liste des individus les plus influents de la Silicon Valley, qu'ils soient chefs d'entreprise, ingénieurs brillants ou investisseurs dans le capital risque. Ils sont tous immigrés ou fils d'immigrés. Il est facile de dire que c'est l'histoire de l'Amérique. Nous avons toujours attiré des gens du monde entier pour tirer notre économie vers des sommets que d'autres pays n'atteignent pas. Mais je crois que la Silicon Valley est un microcosme de ce magnétisme de l'intelligence qui réunit des gens qui ont une certaine conception de l'entreprise, qui partagent une culture de l'ambition et une détermination qui explique leur audace à entreprendre. Le cliché, c'est vrai, c'est de voir un bon inventeur français, parce qu'il ne trouve pas les moyens de s'épanouir en Europe, de s'exporter et d'aller inventer, d'être supporté dans son acte d'invention ailleurs, financièrement notamment. Je ne suis pas persuadé que la fuite des cerveaux doive être un sujet de préoccupation aussi critique.
C'est moins vrai aujourd'hui, c'est de moins en moins vrai, on va dire. Et les années qui s'annoncent, les initiatives de soutien européen à l'innovation, comme le projet H2020, qui est porteur de je ne sais plus combien de milliards d'euros pour favoriser l'innovation en Europe, ce sont des éléments qui sont plutôt de nature à faire en sorte que ce soit l'inverse qui se passe. Alerte, on a repéré des cerveaux en fuite. Ils ont quitté le Burkina Faso, l'Iran, la Lettonie, la Thaïlande pour terminer leur doctorat à l'INSA Strasbourg. Dans cette école d'ingénieurs, ils peuvent suivre des cursus d'études très pointus qui n'étaient pas proposés dans leur pays d'origine. Je suis en train de faire le scanner de modèles 3D. Après, on va essayer de relancer encore pour faire le modèle, le deuxième modèle, comme ça. Je suis en train de travailler sur une méthode d'extraction automatique des connaissances des textes de brevet. Et pourquoi s'expatrier en Europe plutôt qu'aux États-Unis? Au début, ma décision c'était pour partir aux États-Unis, au Canada. Mais après, j'ai retrouvé la France un petit peu moins chère, l'étude, et dans un domaine plus élevé. Les points forts de l'INSA Strasbourg, c'est une école publique, donc gratuite et dotée de matériel de pointe. Pour ces jeunes, l'innovation ne se passe pas en Asie, mais bien ici. Mais pour l'instant, Chine, il ne fait que la partie production. Il ne fait pas la partie recherche. Ça veut dire que toutes les choses, c'est fabriqué en Chine, mais la partie recherche, c'est en Europe ou aux États-Unis. Voilà, c'est ça, mais le plus important en Europe, c'est qu'on est en équipe. C'est pas comme les États-Unis. On a plein de pays dedans. Maintenant, il y a beaucoup de ressources, surtout pour des jeunes chercheurs. Et au niveau de la Commission européenne, il y a plein de programmes qui vous donnent le financement. Il faut simplement avoir des idées, d'oser aller, de demander. Alors si vous avez une idée, je crois qu'on trouve le financement en Europe, oui. En France, il y a 230 000 chercheurs issus d'autres pays que de ceux de l'Union européenne. Et le phénomène s'accroît. La fuite des cerveaux vers l'Europe est en marche. Je pense que la meilleure façon pour l'Europe de construire une économie numérique florissante, c'est d'identifier ses avantages comparatifs. Jusqu'ici, on se disait, si on recréait la Silicon Valley, reproduisons ce qu'ont fait les Américains et on réussira comme eux. Ce n'est pas la bonne approche. Ce que vous devez faire, c'est regarder ce que vous faites mieux que les autres. Qu'est-ce qu'on sait bien faire ou mieux que les autres? Investissons dans ces secteurs. Construisons nos propres clusters, nos propres écosystèmes autour de ces compétences, autour de ces entreprises. C'est peut-être la cybersécurité, la biotechnologie, ou le logiciel qui conçoit les machines qui produisent des téléphones mobiles. C'est peut-être le minuscule circuit imprimé inséré dans le boîtier qui connecte deux fibres optiques qui acheminent les communications d'Internet dans le monde. Il y a de nombreux marchés qui profiteraient de technologies innovantes. Chaque pays doit se poser ces questions. Que savons-nous bien faire? Comment tirer parti de nos atouts? Si vous regardez en Europe, on a un système lié au transport, notamment dans le ferroviaire. Regardez l'exemple du TGV, regardez l'exemple de l'aéronautique en Europe, où l'Europe joue un peu au numéro 1, numéro 2 avec Boeing. Vous prenez le ferroviaire où là on est numéro 1 et on est devant. Donc il y a effectivement de gros succès européens qui attestent que non seulement l'Europe est capable d'innover, mais en plus elle innove avec succès. Alors les Bill Gates de demain en Europe, j'en suis intimement persuadé. Pourquoi? Parce qu'on a de bons inventeurs, on a des ingénieurs créatifs, on a des dispositifs qui sont de plus en plus favorables à aider l'invention à s'épanouir. Les moyens sont de plus en plus importants, surtout dès lors qu'on les réfléchit à l'échelle européenne.
La logique de mondialisation et la rapidité à laquelle se transforment et se transmettent les idées dans le monde sont des éléments qui sont plutôt de nature à répondre favorablement à la question que vous posez. Donc je pense que demain, un Bill Gates pourra naître n'importe où sur la planète, a fortiori en Europe. L'argent est mort? C'est la thèse de l'américain Jim Rickards dans son livre The Death of Money, tout juste sorti aux États-Unis. La monnaie virtuelle est-elle le nouveau nerf de la guerre ou revient-on à des valeurs très anciennes, la terre, l'or ou l'art? L'argent est mort, vive l'argent? Un débat payant, la semaine prochaine, dans Square.